Aujourd'hui, nous allons parler de Nussbaum, un peintre plutôt renommé, qui possède un musée à son nom en Allemagne, le musée Nussbaum, où sont entreposées la quasi-totalité, je crois, de ses œuvres, dont le tableau dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le dernier tableau connu du peintre, qui est signé du 18 mai 1944, à savoir environ 2 mois avant sa déportation en camp d'extermination. Alors, Nussbaum est un peintre juif du début du XXe siècle, issu d'une famille bourgeoise d'Allemagne, fils d'un père lui-même peintre, et qui a fait les études à Berlin. Il échappera à la Première Guerre mondiale à cause de son âge, il avait environ 10 ans au début de cette dernière, et expose dès la fin des années 20 ses toiles. Il se fait notamment connaître en 1931 grâce à son tableau La place folle, qui est une critique de l'académisme et de la bourgeoisie de l'époque. Il s'exilera à travers différents pays d'Europe lors de l'arrivée du NSDAP au pouvoir, mais finira par se faire arrêter et déporter au camp de concentration de Saint-Cyprien, dans le Rhône-Alpes, en France, en 1940. Il s'en échappera ensuite lors de son rapatriement d'Allemagne. Cette expérience influencera beaucoup sa peinture jusqu'à la fin de sa vie, qu'il finira à Bruxelles, caché avec sa compagne et une tierce personne, avant d'être déporté à Auschwitz. Le tableau était peint en 1944, vers la fin de la vie de Nussbaum, à Bruxelles. Il est composé en 3 parties principales, que sont le ciel, les squelettes et les ruines. Les squelettes sont les personnages les plus visibles du tableau, ils sont neufs, et la présence de peau montre qu'ils ne sont pas réellement morts. Ils rappellent le macabre, mais font aussi référence au camp de concentration. L'attitude des squelettes reste festive, ils dansent, jouent de la musique, notamment de la trompette, ramenant au thème de la danse macabre et du jugement dernier. Les 2 squelettes au centre ne prennent toutefois pas part aux célébrations. Celui en bleu est le peintre Nussbaum lui-même, appuyé sur un orgue de barbarie pour représenter la barbarie, tel que dans son autre tableau, le joueur d'orgue de barbarie. Il faut savoir que Nussbaum parlait très bien le français, et que c'est un jeu de mots entre l'orgue de barbarie, le nom de l'instrument, et le mot barbarie. Le peintre Nussbaum est le seul personnage apportant une teinte de bleu dans la peinture à travers son vêtement, qui symbolise la spiritualité de l'artiste, mais ce bleu est délavé, et Nussbaum est fatigué, abandonnant jusqu'à son instrument, symbole fort chez un artiste, indiquant un grand désespoir, désœuvré face au monde qui l'entoure. C'est ce même désespoir que le peintre représente en 1942 dans Les prisonniers de Saint-Cyprien. Il tourne le dos au personnage du squelette ange qui se tient derrière lui. Pour mieux comprendre le personnage, on va d'abord regarder la structure du tableau. Tableau qui propose une diagonale partant d'en bas à gauche, formée par les trompettes, le canon, les ruines et les cerfs-volants, pour se diriger vers le haut à droite en direction du ciel. L'ange se trouve sur cette diagonale et indique donc l'heure de l'ascension de Nussbaum. La réaction au retour de Nussbaum s'apparente à du déni, c'est-à-dire que même s'il le sait, Nussbaum ne se sent pas prêt à réaliser à l'heure de sa mort, qui arrivera d'ailleurs dans la vraie vie quelques mois plus tard. Au sol se trouve un grand nombre d'objets empilés en gravats. Ces derniers représentent les accomplissements de la civilisation maintenant délaissée et en ruine. On peut donc voir au sol une représentation de la justice, une partition avec les notes de la marche de Lambeth, extrait de la comédie musicale Me and My Girl, qui passait à la radio en Belgique. Les paroles correspondantes à l'extrait de cette partition étaient « Tout est gratuit et facile, faites ce qui vous est bien plaisant ». Une palette, à côté, importante pour l'auteur, une boussole pointant vers le nord et un globe similaire à celui que l'on peut retrouver dans le Fugitif. Le globe et la direction de la boussole que l'on peut retrouver dans cet autre tableau indiqueraient peut-être un vieil espoir de fuite vers l'est, aujourd'hui réduit à néant, comme cela est déjà le cas dans le Fugitif, en 1939. L'URSS était, de toute façon, elle-même très antisémite à l'époque, et les conditions de vie, juifs ou pas, y étaient rudes et hasardeuses, avec un état totalitaire qui ne valait sûrement pas mieux. On aperçoit également une colonne antique brisée, représentant les ruines des arts classiques, mais aussi la fin des symboles considérés aussi bien comme immortels que sacrés, représentant ainsi la profanation des bases considérées inébranlables de la civilisation, comme les sciences, les arts, la philosophie, ou plus largement la liberté intellectuelle, dont la réprimande annonce toujours le pire à toutes les époques. En bas à droite, un extrait de journal utilisé afin de signer le tableau de la date du 18 avril 1944, avec la signature du peintre, intégrée à l'intérieur du tableau, montrant ainsi qu'il s'agit bien d'une représentation du monde réel entourant l'artiste.
L'arrière-plan est composé de plusieurs éléments. Avant tout, je tiens à préciser, afin de pouvoir expliquer l'ensemble des éléments de l'œuvre, en accord avec la boussole du premier plan, que je crois en une théorie selon laquelle la gauche du tableau se dirigerait vers l'ouest et la droite vers l'est. Nous pouvons déjà voir un cavalier et des avions venant supposément de l'est, possiblement un cavalier russe s'aventurant dans le désert, et au-dessus de lui, des avions pouvant représenter les bombardements alliés venus de l'URSS, référant à un événement survenu la nuit du 22 au 23 février 1944, où eut lieu le bombardement de Stockholm, en Suède, alors allié avec l'Allemagne, par l'URSS. Enfin, les éléments les plus flagrants de l'arrière-plan sont les 6 cerfs-volants aux expressions faciales, allant de la rage à la lassitude, en passant par la peur. Leur légèreté et attitude vis-à-vis du monde indiqueraient leur nature d'esprit, hantés par ce qui est advenu du monde, lassés, irrités, apeurés ou enragés, de voir l'humanité reproduire à nouveau des erreurs auxquelles ils auraient déjà été trop familiers. Peut-être même de leur vivant, à peine quelques décennies plus tôt, avec les événements de la Première Guerre mondiale. En direction de l'ouest, caché par le bosquet, le soleil est en train de se coucher, annonçant la fin du jour et le triomphe de la mort. Tout à droite, derrière le bâtiment en ruine, un mystérieux groupe de squelettes est rassemblé, nombreux et à l'écart du reste du monde, peut-être en train de comploter, ou autre chose, peut-être annonciateur de la réalité des pays de l'Est, déchirés par la tyrannie et la folie soviétique.